Point 2, le pont Henri Konan Bédié inauguré dans 48 heures. Ce pont va améliorer sensiblement la circulation dans la ville d'Abidjan. C'est un motif de fierté pour les Ivoiriens. Utilisation des TIC dans le secteur de la santé, un projet de télécardiologie mis en place pour améliorer le diagnostic des pathologies cardiovasculaires. Bienvenue à tous. C'est une volonté du chef de l'État de mettre en place un service civique national au profit des jeunes. Le programme national de volontariat en est une manifestation. Le programme national de volontariat, qu'est-ce que c'est donc? En quoi ce programme peut-il favoriser la relance de l'économie ivoirienne? Pour en parler, notre invité ce dimanche est M. Lassine Diomandé, directeur de la vie associative et du volontariat au ministère de la promotion des jeunesses, des sports et des loisirs. Bonjour M. Diomandé. Bonjour Mme Delphine Bla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Mais avant, disons que le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce midi pour le Nigeria, où il prendra part au 46e sommet ordinaire de la CEDEAO. Ce sommet abordera les questions liées à la situation sécuritaire de la région. Parlons maintenant de ce que tous les Ivoiriens attendent, l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. C'est dans 48 heures, c'est donc le mardi prochain. 48 heures avant l'événement, le service politique de la rédaction de RTI 1 jette un regard sur l'impact architectural du pont Henri Konan Bédié dans ce reportage de Placide Nianoué, commenté par Sidonie Davila. Abidjan refait sa toilette et s'offre de nouveaux habits avec la construction du troisième pont, baptisé pont Henri Konan Bédié. 25 mois seulement auront suffi pour sortir de terre cet ouvrage long de 15 000 mètres, reparti en 30 travées de 50 mètres chacune. Ouvrage qui va changer la physionomie de la perle des lagunes et les habitudes des Abidjanais. Les travaux et les ouvrages réalisés de l'échangeur Mitterrand à l'échangeur de la Riviera ne laissent pas les populations indifférentes. La population, par ma voix, d'abord dit merci au président Alassane et lui demande de continuer le travail qu'il a commencé. Je pense que c'est bienvenu. Tout le monde l'attendait depuis longtemps. Il arrive, on est tous contents. Le pont était très bien construit. On peut même ajouter des poubelles sur les routes pour ne pas salir le pont. Même son de cloche du côté de la commune de Makori à l'échangeur Valéry Giscard d'Estaing, dans la section sud, où les signes annonciateurs de cette révolution urbanistique sont beaucoup plus visibles. Quand il arrive du côté de l'INGS, il y a toutes les habitations qui ont été détruites, là. Il y a eu des immeubles. Quand il rentre à Sikoji, il y a tout un quartier de Sikoji qui a été déménagé. Ils ont été relogés à Setao, à Lyodan. Donc là, il y a eu un impact puisque le pont a impacté sur nos rues. Il y a 2 rues aujourd'hui qui sont fermées. On a 3 rues qui doivent être réaménagées. Donc ce pont, dans un premier temps, a déstructuré, dénaturé Makori pour lui donner un autre visage. La réalisation du pont Henri Konan Bédié de l'échangeur de Makori susciteront à court terme d'autres investissements. Ces terres vont prendre de la valeur. Beaucoup de gens vont vouloir s'établir sur cet axe parce que c'est plus facile de se faire voir, par exemple, quand c'est un espace commercial, quand ce sont des habitations de luxe. Les gens peuvent facilement aller du nord au sud, donc ils vont vouloir se loger par là. Et donc, naturellement, aussi bien l'État que les collectivités locales vont envisager des projets d'envergure. C'est vrai, quand on regarde ce pont avec une telle architecture, ça nous demande à Makori de faire un effort pour suivre le mouvement. Alors si vous regardez du côté gauche du pont, vous avez 2 quartiers qu'on appelle le quartier Konan Raphaël. Alors ces quartiers-là, c'était des habitations à l'origine pour les économiquement faibles. Aujourd'hui, avec le pont émergent, ce quartier doit être restructuré. Donc ça va nous demander de rebâtir un nouveau quartier. La qualité architecturale du pont Henri Konan Bédié, fortement ressentie dans les communes d'accueil, va également contribuer à l'amélioration, la préservation et la restauration de l'environnement. Nous avons travaillé pendant 18 mois à Anoumambo parce que c'était un site vraiment insalubre. Le troisième pont Henri Konan Bédié, dont les travaux ont été opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement, participe à l'élimination de gaz carbonique à hauteur de 90 000 tonnes par an. Les usagers pourront donc passer sur le pont Henri Konan Bédié dans 48 heures, précisément à partir de ce mardi, long de 6,7 km. L'ouvrage est un symbole et une fierté pour la Côte d'Ivoire.
Comment mettre fin au non-respect des règles réglementaires qui régissent le secteur du bâtiment et des travaux publics? La question a trouvé réponse au cours du lancement d'un label de construction en Côte d'Ivoire sur initiative de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire. Ben Touré et Serge Gongoumé. L'on se souvient encore, des immeubles s'étaient affaissés dans la ville d'Abidjan. La dernière en date, c'était à Cocody dans le mois de juin. Un immeuble de 3 étages avait laissé ses ruines. Des yeux avertis, eux, ont pointé du doigt le non-respect des standards et un personnel sous-qualifié dans les constructions d'immeubles. Pour pallier ce manquement, un label des compétences BSTP à destination des professionnels du bâtiment des travaux publics BTP est lancé. Il vise le balisement de l'environnement des BTP en Côte d'Ivoire et démarre le premier trimestre de l'année 2015. Le label devrait pouvoir permettre à la BSTP et à ses différents organes de gestion de son projet de labellisation de pouvoir attester du savoir-faire professionnel donc des apprenants du secteur bâtiment et travaux publics. Et c'est sur la base de ça qu'on pourra savoir qu'une entreprise est compétente ou n'est pas compétente. De quoi aiguiser l'appétit des opérateurs. Donc avec la formation, un ouvrier bien formé, je pense que nous pourrons être compétitifs partout dans la sous-région. Si les PME et PMI représentent 98% du tissu économique, ces chiffres contrastent avec leur contribution au PIB, soit 20% et 12% dans l'investissement national. Il faut donc inverser la courbe. Solution, la sous-traitance. Il est important que nous ayons des professionnels de qualité, des entreprises performantes, capables de compétir avec n'importe quelle entreprise et qui soient des relais importants des entreprises étrangères qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Les 18 et 19 décembre prochains va se tenir à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la matrice de validation d'action des 8 BSTP de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, lesquels fonctionnent désormais en réseau, et cela grâce à un financement de plus de 650 millions de francs CFA de la part de l'Union européenne. 37 millions de francs CFA récoltés au cours du gala de l'ONG Servir. Les bénéfices de ce dîner gala, comme ceux organisés depuis 13 ans, sont destinés à la construction d'un centre international d'hémodialyse à Abidjan. Le 10e dîner gala de Servir, marquant son 18e anniversaire, a eu lieu en présence du président Alassane Ouattara et de son épouse. Témoin de cette cérémonie, Sidonie Davila Waka. Plus de 20 ans aux côtés des populations démunies, Henriette Konan-Bédié, président de l'ONG Servir, réussit encore à mobiliser des âmes compatissantes. Ce soir, à ce dîner gala de l'élan du cœur, tous convivent d'une cause noble, celle de lutter contre la misère. Servir est né le 14 mai 1996 pour être à l'écoute des catégories sociales auxquelles la nature refuse de sourire. Nous avons fait de la solidarité une valeur suprême. C'est pourquoi nous savons contribuer à entretenir la flamme allumée du progrès partagé pour éloigner la misère et le désespoir des personnes vulnérables. Pour soutenir cette action à laquelle il reste sensible, le président de la République, Alassane Ouattara, avec sa délégation, a tenu à marquer de sa présence ce 10e gala. C'est au total 37 millions recueillis grâce à la vente aux enchères d'objets de valeur. Les fonds serviront au financement de la construction du Centre international d'hémodialyse dans la commune d'Atekoubi. Une première en Afrique spécialement consacrée aux insuffisants rénaux. Je vous annonce la construction effective de la première partie de notre hôpital au sortir de ces années. Les travaux sont prévus pour durer 18 mois. Sans l'appui de vos inestimables aides dont nous disposons utilement, cela ne sera jamais possible. Pour encourager à la construction de cet hôpital, un ancien dialysé nous conte son parcours. Mon histoire commence en 2007, au cours d'une réunion à la RTI. J'ai piqué une crise et je suis tombé dans le coma. Je suis resté dans la dialyse jusqu'en 2008 et j'ai été greffé le 8 septembre 2010 à l'hôpital Foch à Paris. La dialyse, c'est un passage très difficile qui vous laisse un traumatisme très important sur le plan physique
mais surtout sur le plan mental. Je voudrais vous demander de remercier Monsieur le Président de la République, parce qu'avant lui, on ne pouvait pas faire des greffes en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu au pouvoir, il a dit, première décision, il faut autoriser les greffes dans notre pays. Hommage a été rendu au couple présidentiel équato-guinéen pour leur marque de sympathie et de soutien au combat mené par la présidente de l'ONG Servir. Engagée désormais sans retenue, comme elle aime à le dire, Henriette Konan Bédié veut pouvoir compter sur l'esprit de solidarité et de générosité de tous en apportant une contribution significative à cette initiative. Cette somptueuse soirée de la 10e édition du Gala Servir ferme ses portes certes, mais celle du siège de l'ONG située aux 2 plateaux reste ouverte pour toute âme de bonne volonté. Un grave accident de la route s'est produit vendredi dernier à Guiébli, village dans le département de Diokwe. Bilan 8 morts et une quarantaine de blessés. Les blessés graves ont été évacués au CHU de Yopougon. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, informée, s'est rendue au CHU pour leur traduire la compassion du gouvernement. Le commentaire de Victorine Yaoyobwe. 8 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce vendredi à Guéyébli, un village dans le département de Diokwe. Les 12 cas graves parmi les blessés ont été évacués dans la nuit de vendredi à samedi au CHU de Yopougon. Ces blessés souffrent pour la plupart de traumatismes crâniens et de fractures. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, dépêché sur les lieux, a traduit la compassion du gouvernement à ces blessés. Elle les a rassurés quant à la prise en charge totale de leurs soins. Pour ceux pour lesquels il nécessitait bien sûr une prise en charge beaucoup plus importante, nous les avons fait partir depuis ce matin en tout cas sur Yamoussoukro, sur Toumoudi, parce que justement il y a un plateau technique un peu plus performant, et tous ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale pointue telles que les fractures ouvertes, commotion cérébrale et autres, nous avons donc averti nos services du CHU de Yopougon et ils ont été pris en charge dès leur arrivée ici. Alors c'est très difficile parce que nous ne sommes pas encore, comme je dis, entrés dans les festivités de fin d'année, mais déjà depuis 2 semaines, nous constatons qu'il y a énormément d'accidents de la voie publique. Selon les témoignages, un camion de 35 tonnes aurait fait une sortie de route pour se retrouver sur la place du marché de Guiébli, endeuillant ainsi plusieurs familles. Et c'est justement pour réduire le taux d'accidents sur nos routes à la veille de ces fêtes de fin d'année que le ministère des Transports lance la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Objectif de cette campagne, 0 cas d'accidents sur les routes. Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an, avec 600 personnes tuées et 11 000 autres blessés, selon une étude. Les facteurs humains constituent les principales causes des accidents. En période de fête, l'on enregistre également un fort taux d'accidents sur les routes, en ville comme en campagne. D'où cette opération de sensibilisation menée par le ministre des Transports. Gaoussou Touré invite les conducteurs au respect du code de la route, à l'entretien des véhicules et à la non-consommation de l'alcool avant de prendre le volant. Les fêtes occasionnent des déplacements massifs qui peuvent souvent perturber le trafic. Donc il est important que nous soyons patients et que nous respectons les règles pour éviter des morts. Gaoussou a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle politique du gouvernement pour le développement du secteur du transport routier. 2015 sera l'occasion de la matérialisation de nos routes, le renouvellement du parc automobile, l'amélioration de nos routes ainsi que l'automatisation de l'ensemble des opérations concernant la sécurité routière. Les automobilistes rencontrés ont salué l'initiative du gouvernement. Ils promettent la prudence au cours de cette période de fête. Je conduis prudemment, je contrôle toujours ma voiture, je prends soin de mes roues surtout pour éviter le cas d'éclatement, surcharge et tout. Donc je me comporte prudemment. Lors de cette campagne de sensibilisation, des prospectus expliquant les dispositions à prendre pour éviter les accidents et des kits d'alcotest ont été distribués.
À Boaké, le service des maladies cardiovasculaires a mis en place un projet de télécardiologie. Une formation est donc initiée par l'Agence nationale du service universel de télécommunication au Centre national de télémédecine. L'objectif est clair, il s'agit d'améliorer le diagnostic des pathologies cardiovasculaires. Commentaire à Mississoko. Fin de longues distances pour les populations rurales en quête de dépistage des maladies du cœur. Ces textes sont désormais possibles dans des structures sanitaires les plus proches. C'est à travers le projet de télécardiogramme mis en place par le service des maladies cardiovasculaires et thoraciques du CHU de Boaké. Cet appareil permettra donc de pratiquer, de faire l'électrocardiographe, l'examen, et de transmettre le tracé à un cardiologue qui peut être à Abidjan ou à Boaké, faire une interprétation et donner un avis. La mise en œuvre de ce projet de télécardiogramme à base de TIC démarre à la fin de 2 jours de formation. Elle est initiée par le réseau en Afrique francophone de télémédecine et ses partenaires à l'attention des agents de 9 régions du pays. 8 structures sanitaires ont reçu des équipements informatiques pour l'expérimentation des télécardiogrammes à distance. C'est un don de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUD, et ses partenaires. Au Rwanda, 18% des femmes héritent des terres. On note également au minimum 30% de représentativité des femmes dans les institutions et ce, dans tous les domaines. Le pays fait figure de bon élève en matière de promotion, de protection et d'autonomisation de la femme. Le reportage de notre envoyé spécial, Gabriel Zani. Au Rwanda, 18 femmes suissantes ont droit d'hériter de la terre de leur mari défunt. Une avancée importante pour le pays. Mais avant le génocide, cela n'était pas possible. Aujourd'hui, la nouvelle constitution du pays le permet. La loi sur la succession donne désormais les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. La volonté politique, si je veux dire, parce que ça permet d'accès beaucoup de droits à des femmes. J'ai parlé des droits à l'accès de la terre, des droits à l'accès des opportunités économiques. Tout ça a été possible à cause de la volonté politique. Les femmes ont aussi droit au minimum à 30% de représentativité dans tous les secteurs d'activité selon la Constitution. Le Rwanda est le seul pays du continent à avoir voté une telle loi, un exemple qui pourrait servir la Côte d'Ivoire. Ce que je pourrais retenir, c'est la cohérence qu'il y a dans la vision des politiques. Nous avons visité plusieurs structures qui travaillent, mais avec une vision unique, celle d'aboutir au développement. Et pour aboutir au développement, il y a des facteurs clés. Il faut mettre l'accent sur l'approche genre, il faut mettre l'accent sur l'éducation à la paix. Aujourd'hui, la question du genre ne se pose plus au Rwanda. Seule la compétence permet d'accéder au poste de responsabilité. L'Observatoire du genre et le Conseil national des femmes, 2 institutions, contrôlent l'application des mesures favorables aux femmes. Et ici à Abidjan, les inspecteurs de la direction de l'aquaculture et des pêches formés aux nouvelles procédures de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche. Il s'agit de permettre à ces acteurs de la filière halieutique d'être suffisamment outillés afin de lutter efficacement contre la pêche illicite. Godefroy Okambawa et Serge Kolia pour plus de détails. Le ministère des Ressources animales et halieutiques met à jour ses réformes en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les inspecteurs de pêche ont été formés aux procédures de suivi, du contrôle et de la surveillance des pêches en Côte d'Ivoire. Objectif, disposer d'une équipe d'inspecteurs outillés dans l'exercice de leurs fonctions. Les ressources s'amenuisent du fait de cette pêche illicite non déclarée. Les bateaux viennent piller nos eaux et si bien que les armateurs nationaux ont des problèmes. Et il faut des cadres bien formés pour lutter effectivement contre cette pêche. Avec cette formation que nous venons d'acquérir, nous avons toutes les aptitudes nécessaires de lutter efficacement contre cette pêche INN. Ce séminaire de formation s'est articulé autour des techniques d'inspection des navires à quai, la constatation des infractions et la rédaction des procès verbaux. Il est le fruit de la coopération entre le programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques et le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée.
Dans l'actualité politique, le Rassemblement des Républicains RDR a célébré hier à Bouaké les 20 ans de son existence. C'était en présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté ainsi que de plusieurs ministres et cadres du parti. Placée sous le signe du souvenir et de l'espérance, cette célébration a été l'occasion pour le parti de démontrer sa force de mobilisation à un an de l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Les temps forts avec Brahima Doumbia. 27 septembre 1994, 27 septembre 2014, cela fait 20 ans que le Rassemblement des Républicains RDR a été créé. Pour célébrer ce 20e anniversaire, c'est la ville de Bouaké qui a été choisie dans la région de Bouaké. Les militants du RDR venus de partout en Côte d'Ivoire ont pris d'assaut l'ancien stade de Bouaké pour marquer l'événement. Un devoir de mémoire teinté de joie et de peine. Un moment pour dresser un bilan, apprécier le chemin parcouru pour la conquête du pouvoir d'État et saisir cette occasion pour remobiliser les militants. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2015. Les militants de la haute direction ou de base, tous ont fait le déplacement de Bouaké pour ne pas se faire compter l'événement, relevant ainsi le défi de la mobilisation. Sous la conduite du professeur Henriette Dagri-Diabaté et du ministre Amadou Maoro, secrétaire général du RDR par intérim, respectivement marraine et président de la cérémonie. Si nos pères ont donné l'indépendance à notre pays en 1960 avec Houphouët-Boigny, vous, militants du RDR, vous avez apporté la liberté, la démocratie à nos concitoyens sous la conduite de notre président. Je veux parler du docteur Alassane Dramane Ouattara. À ce stade de mes propos, je voudrais rendre un hommage à nos martyrs. Il me plaît particulièrement, avec votre permission, de rendre un hommage appuyé et déférent à tous ces combattants de la liberté qui ont donné leur vie afin que notre rêve soit une réalité. L'un des temps forts de la célébration du 20e anniversaire de la création du RDR, le gigantesque défilé des secrétaires départementaux et des structures spécialisées. En somme, c'est dans le souvenir, le recueillement et la joie que le RDR a organisé ces festivités commémorant les 20 ans de son existence. Et cette autre tournée de mobilisation des militants du RDR, tournée initiée par le secrétaire départemental du RDR de Bouna, Brahima Ouattara, pour préparer les prochaines échéances électorales et aussi l'élection du président Alassane Ouattara en 2015. Une tournée marquée par un don de moto, nous dit Kwasi Mamadou. Le nouveau secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Bouna, à la rencontre de la base. Une cinquantaine de localités visitées en 5 jours. Brahima Ouattara veut mobiliser la population pour la redynamisation des 32 sections RDR et surtout préparer les prochaines élections générales. On est sûr que le président Alassane Ouattara sera élu. Ce qu'on va regarder, c'est le taux de participation. C'est pourquoi nous allons travailler, c'est pourquoi nous allons mobiliser, c'est pourquoi nous allons demander à nos militants d'être en rang de bataille. Pour que, en 2015, qu'on nous dise par le taux de participation. On prend l'engagement ferme. En 2015, on fera au moins 95% à Bouna. Pour le secrétaire départemental du RDA de Bouna, de nouveaux défis s'imposent pour la réélection du président de la République en 2015 avec un taux de plus de 90%. Il faut selon lui l'unité entre les cadres et faire du vivre ensemble une réalité dans le département de Bouna. Dans toutes les localités visitées, le nouveau représentant départemental du RDR a demandé à ses militants de rester mobilisés et à sillonner tous les villages et hameaux pour susciter des adhésions au RDR.
Boureima Ouattara a exhorté les militants à faire de l'appel de Daoukro une réalité pour accorder un nouveau mandat au président de la République afin d'achever ses chantiers de développement. Les militants rencontrés promettent s'investir pour la consolidation des acquis du RDR à Bouna et aussi pour la réélection du chef de l'État en 2015. Le secrétaire départemental Boureima Ouattara a offert des motos à des sections au nom de la ministre Kabaniale, fille de la région. Des engins qui devraient permettre la poursuite de la campagne de mobilisation des militants. Il a rassuré toutes les sections de leur équipement en matériel roulant. Les militants de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, des régions du Go et du Lot-du-Bois, eux se sont donné rendez-vous récemment à Divo pour une cérémonie d'hommage à leur président Albert Mabry-Touakeus. Une forte mobilisation donc pour témoigner leur reconnaissance à Albert Mabry-Touakeus pour son soutien au président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2015. On fait le point avec Konaté Moussa. Forte mobilisation des militants de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire à Divo. La ville abrite une cérémonie d'hommage à Albert Mabry-Touakeus, président du parti. Les militants des régions du Go et Lot-du-Bois sont venus témoigner leur reconnaissance à l'homme. Cela a un sens lorsqu'on sait se revenir et on sait se souvenir des bienfaits des hommes. Divo sait se souvenir de ce que Mabry a fait pour ses enfants. Tout à l'heure, nous avons rappelé tous ceux qui sont membres du parti, qui ont connu des promotions. Et je suis une fabrication politique du président Mabry. Il était important qu'on puisse arrêter, dire merci à cet homme exceptionnel, à cet homme d'humilité. Représentant son époux, Fatima Solange Mabry a salué les militants pour cet hommage. Elle a également réitéré le soutien de l'UDPCI au président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2015. Cette cérémonie d'hommage montre que Divo est une ville de brassage, d'union et du vivre ensemble. Le président Mabry, homme de conviction et d'honneur, me charge de vous dire d'être prêt et engagé pour la victoire du président Alassane Ouattara pour l'élection de 2015. L'UDPCI, le parti arc-en-ciel, dispose de 83 comités de base dans les régions du Go et Lot-du-Bois. Et pour l'occasion, le siège régional a été inauguré. En culture, Bénédicte Kwa, c'est le nom de la nouvelle Miss District Côte d'Ivoire. C'est elle qui défendra le 8 février prochain la Côte d'Ivoire lors de la grande finale dénommée Miss International, qui est un concours qui réunit plusieurs pays africains dans le but de prôner la paix, la réconciliation et l'intégration africaine. Laetitia Mangue et Estelle Brou. 25 candidates pour une couronne. Voilà l'équation qu'il fallait résoudre ce vendredi lors de la 9e édition du concours Miss District Côte d'Ivoire. Tenue de ville, tenue olympique, grand oral, les jeunes filles venues d'Abidjan et des villes de l'intérieur se sont exprimées sans réserve. Chacune avec le même objectif, représenter la Côte d'Ivoire au soir du 7 février 2015 au concours Miss District International. La Miss de ce soir, dès lundi, elle est candidate au concours Miss District International. Elle devra se préparer à faire des tenues traditionnelles pour pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire. Au départ 25 à bord du Titanic, elles ne seront que 10 à survivre. Et en attendant le verdict final, le public a déjà son idée sur le trio gagnant. Le numéro 12, le numéro 1 et le 2. 15, numéro 4, numéro 7. Le 14, la Miss, le numéro 22, première dauphine, et le 4, deuxième dauphine. Finalement, le trio qui aura retenu l'attention du jury est celui de la Miss District Nationale 2015, Bénédicte Kwa, avec une moyenne de 14,82 sur 20, de la première dauphine Mati Kwasi et de la deuxième dauphine Linda Diwa. Rendez-vous donc le 7 février prochain à Abidjan pour la finale du concours Miss District International. Et hors de nos frontières, en bref, en Haïti, après de violentes manifestations, le Premier ministre annonce sa démission. Laurent Lamotte a annoncé son départ ce dimanche sur Twitter. Je quitte mes fonctions de Premier ministre ce soir avec le sentiment du devoir accompli, a-t-il déclaré. L'actualité oblige. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce midi pour le Nigeria, où il prendra part au 46e sommet ordinaire de la CEDEAO. Ce sommet abordera les questions liées à la situation sécuritaire de la région.
Place maintenant au magazine du dimanche et nous sommes avec le directeur de la vie associative et du volontariat au ministère de la promotion de la jeunesse et des sports et des loisirs. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il arrive parfois qu'on confonde le bénévolat au volontariat. La différence se trouve à quel niveau? La différence se situe à quelques petits niveaux. Je voudrais indiquer que le volontariat et le bénévolat sont deux notions voisines, mais qui se distinguent dans leur définition. Le volontariat est le fait de s'engager de manière désintéressée et de son plein gré dans une action ou dans une activité d'intérêt communautaire ou collectif et à temps déterminé. Alors que le bénévolat s'explique par le fait que ce n'est pas de son plein gré, c'est de son plein gré, mais on le fait tout le temps. Donc ce n'est pas assorti d'une quelconque obligation. Vous le faites parce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qu'on retient donc du volontariat? Parce que c'est notre thème du jour. On retient du volontariat qu'on s'engage pendant un temps déterminé dans une action d'intérêt collectif ou dans une action d'intérêt général pendant un temps bien déterminé de façon désintéressée. En quoi consiste donc le programme national de volontariat? Le programme national de volontariat va consister à améliorer l'employabilité des jeunes, va consister à renforcer ou à susciter l'esprit d'entraide et de solidarité au niveau des jeunes. Et aussi, le volontariat vise à donner aux collectivités, à renforcer l'expertise des collectivités décentralisées. Mais il faut dire qu'avec le programme national de volontariat, la Côte d'Ivoire aura des jeunes, en tout cas suffisamment responsables pour contribuer à la réconciliation, pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Parlant justement de ce programme, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et d'Abou Sanogo sur la mise en œuvre du programme national de volontariat, programme qui va être exécuté bientôt dans 2 régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Tonkbi et le Gbeke. Regardez. La longue crise de 2002 à 2011 a quasiment bouleversé les équilibres socio-économiques bâtis durant les années de stabilité de la Côte d'Ivoire, laissant ainsi l'économie nationale dans une situation de forte récession avec la disparition de 50% des PME et PMI en plus de la fermeture totale et partielle d'unités industrielles et la délocalisation de certaines entreprises. Conséquence, plusieurs pertes d'emplois. Le chômage est en hausse, la pauvreté aussi. Au niveau éducatif, malgré les efforts d'accroissement de l'effectif des enseignants, beaucoup reste à faire. Il est prévu la réhabilitation de 30 000 classes, la construction de 25 000 et un recrutement de 25 000 autres enseignants. Au plan sanitaire, la difficulté se traduit par le fait qu'une proportion importante de la population n'a pas accès aux soins préventifs, promotionnels et curatifs de qualité. Cela s'expliquant par une faible couverture sanitaire, de l'inexistence ou l'inadéquation du plateau technique en plus de l'inégale répartition spatiale du personnel de santé. Face à ces nombreux défis, le gouvernement s'est engagé à conduire un processus de réconciliation, de reconstruction et de la relance économique. Pour ce faire, un programme national de volontariat, PNVCI, a été institué en vue d'accroître la participation et la mobilisation des jeunes à la reconstruction du pays, à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. L'enjeu de ce programme est de faciliter l'appropriation nationale de la problématique de volontariat comme outil d'insertion socio-professionnelle durable des jeunes. Cela s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national de développement PND comme l'une des stratégies de relance de l'économie ivoirienne. Est-ce que ce projet va se limiter à ces 2 régions que nous venons de voir? Non, le programme national de volontariat ne se limitera pas aux 2 régions. Il faut indiquer que ces 2 régions, les régions du Gbeke et du Tonkbi, sont les régions pilotes. Donc, nous sommes à la phase pilote qui va démarrer en janvier 2015 avec l'appui du système des Nations Unies. Et donc, il faudrait remarquer qu'en fait, le 12 novembre dernier, le gouvernement a adopté le projet d'appui à la mise en œuvre de cette phase pilote-là. Et donc, sur 2015, 2016, 2017, il y aura effectivement le projet pilote à Boaké et à Mans. Et justement, le reportage ou l'élément que vous avez présenté montre la nécessité du programme national de volontariat. Donc, lorsqu'on aura finalisé la mise en place dans cette zone pilote et qu'on aura tiré les enseignements, en tout cas des enseignements positifs, alors le programme sera élargi à toute la Côte d'Ivoire. Que gagne-t-on avec ce programme? Alors, vous avez parlé tout à l'heure des nécessités de ce programme. Qu'est-ce qu'on gagne?
je dirais, on gagne tout. Mais les jeunes, essentiellement, gagnent à cette chose et les populations également. D'autant que le projet est fait pour les jeunes de Côte d'Ivoire et pour les populations bénéficiaires dans des actions d'intérêt communautaire. Et donc, des jeunes volontaires seront mis à la disposition de certaines communautés selon les besoins. Et à partir de cet instant, chacun apportera sa contribution à la réconciliation, à la reconstruction et au développement de la Côte d'Ivoire. C'est un projet vaste. Qui sont vos partenaires? Et vous êtes financé à hauteur de combien? Oui, les partenaires sont essentiellement, en tout cas pour l'instant, le système des Nations Unies, notamment le PNUD, le programme de VNU. Et donc, le projet d'appui à la mise en œuvre a été signé, validé en accord avec le système des Nations Unies à hauteur de 1 525 183 $, ce qui fait environ 760 millions environ. Et la Côte d'Ivoire contribue à hauteur de 25%. Donc ça fait 250 millions sur les 3 ans dans la phase pilote. Après, naturellement, la Côte d'Ivoire prendra en charge tout le processus de mise en place du programme national de volontariat qui maintenant démarre à partir de janvier 2015. Et la longue crise de 2002 à 2011 a fortement augmenté le taux de chômeurs en Côte d'Ivoire. Avez-vous un projet en termes d'emploi pour ces jeunes? Oui, le programme national de volontariat, le prenant comme ça, n'est pas automatiquement pour réduire le chômage. Mais c'est une alternative crédible au chômage. Étant entendu que les jeunes qui vont être volontaires, ces jeunes-là sont des jeunes diplômés, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, et donc des jeunes diplômés qui auront à l'occasion une première expérience. Et pendant un temps bien déterminé, et si tout à l'heure dans le prolongement, je dirais combien il faut pour être volontaire, comment, à quelle période, mais il faut simplement dire que tout simplement, nous pourrions dire que les jeunes, le chômage va être réduit. D'autant que le jeune diplômé qui n'a pas encore un premier emploi, avec le programme national de volontariat aura, disons, un premier emploi, en guillemets, et après, on va le finaliser. On va permettre aux jeunes de rentrer dans le circuit professionnel, mais à des conditions qui seront déterminées par le texte qui va régir le volontariat bientôt. Et qu'est-ce que ces jeunes volontaires feront sur le terrain concrètement? Ce que les jeunes vont faire, en fait, ces jeunes-là, c'est à la demande de la communauté qui voudra bien accueillir. On a dit Gbeke, on a dit Tompi. Je prends une structure publique, parce que je ne vais pas rentrer dans le cas des structures privées pour ne pas faire de publicité, mais disons qu'à l'hôpital général, par exemple, de Boaké, si on a besoin d'aides-soignants, on va prendre dans le profil des jeunes de 18 à 35 ans. Ceux-là seront déjà au CHR de Boaké, vont demander à travailler, on va leur apprendre ce qu'il faut faire et ils seront pendant un temps bien déterminé. Le temps, c'est au moins 6 mois, au maximum 24 mois. Ça veut dire quoi? Que si vous voulez être volontaire, en répondant au profil, vous aurez au moins 6 mois à faire, au maximum 24 mois à faire. J'ai indiqué tout à l'heure dans la définition que ça va être un temps déterminé, donc on n'est pas volontaire à vie. Par rapport justement à leur rémunération, est-ce que le SMIC sera respecté? Ah oui, tout à fait. Le gouvernement a indiqué que le SMIC en Côte d'Ivoire est de 60 000 francs. Et donc, au niveau du programme national de volontariat, on appelle ça l'indemnité de suffisance du volontaire. Ce n'est pas un salaire, mais c'est pour l'aider. L'aider à se loger. Quand le jeune d'Abidjan ira à Boaké ou à Mans, il faut qu'il trouve à se loger quelque part. Et donc, il aura une indemnité de subsistance pour du volontaire, c'est au moins le SMIC. Mais je pense que le gouvernement, certainement, va essayer de relever cela, mais c'est le gouvernement qui avisera. En tout état de cause, l'indemnité ne peut pas être en deçà de 60 000 francs, donc en deçà du SMIC. Ils seront au nombre de combien ces volontaires qui seront retenus? Donc pour l'instant, on ne va pas sur un nombre déterminé de volontaires. On veut justement que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, répondant aux critères 18-35 ans et d'autres éléments qui seront édictés dans le texte qui va régir le volontariat en Côte d'Ivoire, il serait intéressant que ces jeunes-là, c'est tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Donc ne partons pas sur la base de 20 jeunes, de 10 000 jeunes, de 100 000 jeunes. C'est tous les jeunes de Côte d'Ivoire répondant au profil qui sera édicté sur un site au mois de recrutement. Vous avez dit tout à l'heure des jeunes de 18 à 35 ans. Pourquoi ce choix? Pourquoi se focaliser seulement sur cet aspect? Se focaliser sur l'aspect jeune parce que tout simplement, il faut indiquer que le programme national de volontariat est un engagement du chef de l'État. C'était une promesse du chef de l'État de donner à ces jeunes-là un service civique national. Et donc, une composante de ce service civique national est le programme national de volontariat qui est en tout cas la partie réservée au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Mais les jeunes aussi, parce que dans la crise, les jeunes ont payé le lourd tribut. Et donc, il faut amener les jeunes, amener progressivement les jeunes dans le processus de réconciliation, dans le processus de reconstruction et dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que ces jeunes-là sont prioritaires et c'est la priorité du chef de l'État. Et en quoi ce programme peut-il favoriser la relance de l'économie ivoirienne? Je l'ai indiqué tout à l'heure, déjà quand on donne un salaire à quelqu'un, il contribue par les actions qu'il mène, il contribue à acquérir des biens, donc tout cela compte. Mais les économistes vous diront techniquement comment cela se justifie, mais en fait, il aura déjà une indemnité, il va louer une maison, il va subvenir à ses besoins et cela contribue quelque part, non seulement à son bien-être, mais à aller au développement. Mais en fait, il faut comprendre qu'au niveau du programme national de volontariat, on insiste beaucoup plus sur l'aspect réconciliation nationale, l'aspect reconstruction, parce que ce sont les fondements même du développement. Si vous n'avez pas ces éléments, vous n'avez pas de stabilité, vous n'avez pas de paix, vous ne pouvez pas aller au développement. C'est pourquoi les jeunes sont sollicités dans ce domaine-là. Bien sûr, à la fin, il y aura l'implication effective des jeunes dans le processus de développement. Et il faut dire qu'en fait, le programme national de volontariat va préparer les jeunes à l'insertion socio-professionnelle. Donc, attirer les jeunes gens vers l'emploi salarié, vers l'auto-emploi. Parce qu'il faut détourner un peu les jeunes de la fonction publique, parce que la fonction publique ne peut pas absorber toute cette masse de jeunes. Donc, il faut tout simplement éduquer les jeunes dans le sens de l'auto-emploi. Votre message à l'endroit de ces jeunes pour terminer? Je voudrais également tout simplement dire que le chef de l'État a fait sa part en disant voici un programme national de volontariat et les jeunes de Côte d'Ivoire doivent comprendre que ce programme est le leur, que le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs ne fait qu'ouvrir le chemin. C'est à eux de s'approprier le programme et que le programme va démarrer à partir de janvier 2015 avec tous les éléments d'encadrement et que les jeunes devaient pouvoir s'inscrire massivement sur le site qui sera indiqué et dire aux jeunes que le programme est le leur, c'est un programme pour la réconciliation, c'est un programme pour la reconstruction, c'est un programme pour le développement, c'est un programme toujours, tout simplement, avec le chef de l'État, convergence de vue pour 2020 et nous savons que 2020, la Côte d'Ivoire devra être émergente. Merci M. Diomandé d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de la vie associative et du volontariat au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et avec vous, nous avions parlé de la mise en œuvre du programme national de volontariat. C'est la fin de ces 13 Super Touré. Merci de votre fidélité.